Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle... Non, c'est pas comme ça que je commence. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être ici au DevFest. C'est un événement qui compte énormément pour moi. Et c'est mon premier talk et je suis ravie qu'il soit ici. Parce que c'est un événement auquel j'ai déjà participé l'an dernier comme participante, comme vous qui êtes assis là. Et c'est l'événement le plus inclusif auquel j'ai eu l'occasion d'assister. Et ça m'a renforcée dans l'idée que j'avais aussi un rôle à jouer dans la tech. Et ça, c'est super important quand même. Donc, je vais parler d'handicap aujourd'hui, parce que c'est un sujet que je connais plutôt bien, et de dev, parce que c'est mon métier, et c'est quelque chose qui c'est un gros moteur pour moi. Donc, le handicap, c'est quand même la première cause de discrimination en France. On parle de genre, on parle de religion, on parle d'orientation sexuelle ou même d'origine raciale, mais le premier handicap, la première discrimination, c'est l'handicap. Et derrière, l'handicap, c'est énormément de personnes qui sont concernées. On parle quand même, là c'est des chiffres assez restrictifs parce que c'est les personnes qui vivent à domicile, mais on parle entre 14% de la population et jusqu'à 25% environ de la population selon les chiffres européens. C'est énormément de situations et de personnes différentes qui ont des besoins différents. Depuis 2005, on a eu une loi qui est passée sur l'handicap qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'avoir un certain pourcentage de personnes reconnues comme handicapées dans leur masse salariale. C'est 6% de la masse salariale qui devrait être reconnue comme travailleurs handicapés. Et en fait, dans la réalité, il n'y a que 30% des entreprises qui respectent cette obligation. Quand à côté, on voit que c'est les chiffres qui sont sur votre gauche, il y a quand même, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont reconnues comme handicapées, qui ne sont pas en emploi. Et c'est plutôt, il y a beaucoup de préjugés sur l'emploi des personnes handicapées. Et ce qui est d'autant plus dommage quand on sait que 80% des handicaps sont invisibles, c'est-à-dire qu'ils ne se matérialisent pas par un fauteuil roulant comme là, mais ça va plutôt être quelqu'un qui va se présenter comme ça devant vous. Et je vais des fois travailler comme ça chez AXA. L'handicap, c'est pas le fauteuil roulant, c'est ce qui me met dedans. Et le fait que j'utilise pas mon fauteuil roulant ou que j'utilise pas forcément d'aide technique ou d'aide technique visible ne rend pas l'handicap, ne fait pas disparaître. En fait, je suis pas guérie parce que je suis debout devant vous. L'handicap, il est quand même là, mais c'est juste une autre situation. Et c'est une situation qui est quand même assez compliquée à vivre pour les gens, parce que l'handicap, quand il est invisible, on a tendance à le minorer ou à se sentir pas légitime d'en parler. Alors moi, je m'appelle Tanlan Doublier. Je suis machine learning ingénieur chez AXA France. Je participe à la mise en production de solutions qui intègrent de l'intelligence artificielle. Donc c'est un de mes sujets de prédilection, tout ce qui touche à l'IA. Et je suis sourde, en plus d'être en fauteuil. J'ai grandi sans handicap, donc je sais ce que c'est d'être valide, entre guillemets, et ce que c'est maintenant de vivre avec plusieurs handicaps différents, avec des besoins différents. Et je suis en fauteuil roulant depuis 4 ans, je suis dans la tech depuis 5 ans, donc j'ai grandi avec et la tech et l'handicap. Donc je pense que c'était important de faire ce retour d'expérience, parce que des personnes en situation de handicap, ça peut être vos collaborateurs, ça peut être vous, ça peut être vos utilisateurs. Alors ça, c'est l'image qu'il y avait tout au début. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, s'il y a quelque chose qui vous interpelle sur cette image. De quoi ? Oui, elle est générée par une IA. En fait, c'est une image que j'ai générée via un outil du logiciel Canva. On lui donne un texte, il nous sort 4 images. Et en fait, quand je lui demandais de générer des images de personnes handicapées avec une médaille, il me proposait que déjà, il fallait demander en anglais parce qu'en français, il refusait de le faire. Et en anglais, il me proposait que des personnes soit noires, soit des personnes âgées. Et que en fauteuil roulant.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même des biais. Et c'est pour ça que c'est important de diversifier les profils dans la tech, parce qu'en fait, ces biais-là, ce serait important de lutter contre. En tant que dev, j'ai quand même quelques petits obstacles dans ma vie de tous les jours. Ça va être le manque d'accessibilité. Alors, c'est pas du tout le manque d'accessibilité au bureau. Franchement, pour aller, j'habite dans la métropole lilloise et je travaille sur le site de Wascal. J'ai aucun souci d'accessibilité là, mais ça va être plutôt l'accessibilité autour dans l'écosystème tech. Ça veut dire, ça peut être plus compliqué d'aller en conférence. Ça peut être, sauf là, cet événement qui est vraiment très accessible. Mais il y a beaucoup d'événements où c'est compliqué d'aller. J'aime beaucoup aller en meet-up. Des fois, c'est très compliqué parce que niveau accessibilité, c'est pas top. Le sous-titrage, comme on a aujourd'hui, c'est une super chance. Et c'est des choses qui participent à l'inclusivité de tout le monde. Ça va être aussi des difficultés parce que les outils qui sont développés pour l'accessibilité ne sont pas forcément orientés tech. Et la tech, on a beaucoup d'anglicismes, on a beaucoup de termes techniques et des outils qui vont par exemple lire les écrans ou comme moi, les outils que j'utilise pour sous-titrer les conversations lors des daily meetings par exemple, et ben, des fois ils vont être un peu paumés parce que ces algorithmes-là ne sont pas entraînés sur ce vocabulaire-là spécifiquement, comme ça peut exister pour la médecine ou le droit. Et de l'autre côté, il y a le fait qu'on a beaucoup d'anglicismes, donc il faudrait des modèles qui gèrent plusieurs langues. Ça commence à arriver. C'est tout neuf. Yann Lequin vient de faire un post là-dessus il y a 2 jours sur LinkedIn, mais ce n'est pas encore généralisé sur les solutions de sous-titrage. Et il y a un mot qui manque, mais le derrière, c'était le manque de confiance en soi. Alors, je sais que c'est un peu le lot de beaucoup de développeurs et développeuses. Tout ce qui est le syndrome de l'imposteur. En fait, déjà, quand on est en situation de handicap, on se dit que travailler, ça peut être vraiment compliqué. On nous dit facilement que ça va être dur, prendre la première alternance que tu trouves parce que le marché du travail, il est comme ça. Enfin, tu vois, t'es en fauteuil roulant, ça va être dur. Et en fait, ça renforce l'idée qu'on n'est peut-être pas légitime à être là, qu'on n'a peut-être pas les compétences pour être développeur, alors qu'au final, on est dans un environnement de travail qui est plutôt adapté et adaptable à l'handicap. On peut mettre beaucoup de logiciels pour permettre à des personnes qui sont malentendantes, qui sont malvoyantes ou non-voyantes de coder. On peut avoir des solutions pour faciliter les choses quand on a des problèmes au niveau moteur. Parce que par exemple, moi, je sais que j'ai tendance à faire tomber beaucoup d'objets, j'ai beaucoup de douleurs. Et mon poste de travail a été adapté chez AXA. Donc là, c'est vraiment l'exemple de mon poste de travail à Wascal, où j'ai un bureau qui s'adapte à l'assise sur laquelle je suis, parce que j'utilise 2 fauteuils roulants et parfois une chaise de bureau classique. Ça va être mon clavier et ma souris qui sont centrés, et ça va être l'utilisation de logiciels de sous-titrage. Et pour moi, l'un des meilleurs moyens d'accessibilité, d'inclusivité qu'il y a, c'est le télétravail. C'est une mesure qui participe au fait que je ne me sens pas isolée. Je connais 2 situations différentes. En formation, on me dit les locaux ne sont pas super adaptés, donc prends autant de télétravail que tu veux. Et de l'autre côté, je suis en entreprise où j'ai 3 jours de télétravail, mais comme toute mon équipe. Et le résultat, c'est que quand je suis dans mon équipe, je me sens parfaitement intégrée. Quand je suis dans mon centre de formation, je me sens un petit peu en dehors de ce qui se passe auprès de mes camarades de promo. Et ça, je trouve ça super dommage. Et en plus, c'est une mesure qui coûte rien, quasiment, puisqu'on a déjà nos ordinateurs. On est vraiment dans un milieu qui est adapté de base pour lutter, par exemple, contre la fatigue qui est fréquente dans beaucoup d'handicaps. Le télétravail, c'est quand même génial. Et sinon, pour les aménagements de poste, il y a quand même beaucoup d'aides financières qui sont apportées par l'État. Je pense qu'il faut plus de personnes issues de la diversité, telle qu'elle soit, pas forcément le handicap, pour vraiment co-créer les solutions. J'ai vu lors de l'ALI, une grosse convention autour de l'accessibilité, ils avancent le chiffre de 70% des sites internet ne sont pas accessibles. C'est énorme. Et quand c'est accessible, il faut des fois voir comment ça l'est. Ça, c'est un ascenseur
qui se trouve à Euralille. C'est pas loin d'ici, on peut y aller à pied. Et en fait, cet ascenseur qui est en haut d'escalier, pour eux, ils sont cool, hein, ils se sont dit, on a mis un ascenseur. Mais le problème, c'est que moi, cet ascenseur, je ne peux pas le prendre si je suis toute seule parce qu'il n'y a personne pour monter mon fauteuil. Eh bien, il ne faut pas que vos sites internet soient créés de cette manière-là. Si vous avez des gens qui sont sensibilisés au handicap, et souvent de manière proche, donc des personnes qui sont soit en situation de handicap, soit des aidants, soit même des personnes qui se heurtent facilement à des discriminations quelconques, eh bien, ils vont avoir peut-être tendance à faire attention à ces détails de personnes un peu plus fragiles, de personnes qui peuvent être un peu bloquées. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important, cette histoire de dire on doit faire de l'accessibilité by design, le penser dès la base, parce que les personnes ont conscience de ça et pas seulement parce que c'est une obligation légale. L'handicap, il est multiple. Je ne vais pas avoir besoin toujours de la même chose. C'est pour ça que, par exemple, mon bureau au travail s'abaisse selon le siège que j'utilise. Eh bien, c'est pareil, les utilisateurs que vous allez avoir, ça peut être des gens au profil très différents, avec des besoins qui sont très différents. Mais on est beaucoup plus souple quand on voit que les gens ont fait des efforts au niveau accessibilité. Peut-être que vous n'allez pas remplir le besoin de Madame X ou Madame Y, mais si Madame X ou Monsieur Y va voir que vous avez fait des efforts en termes d'inclusivité, il sera peut-être plus prompt à vous pardonner et aller quand même au bout d'un processus d'achat, par exemple. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que des personnes malvoyantes abandonnent 2 transactions en ligne par mois pour des causes d'inaccessibilité. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qui n'arrive pas chez vous, parce que simplement, vos clients n'ont pas réussi à aller au bout du processus. C'est pas seulement une histoire de marque employeur, c'est pas seulement une image d'image d'entreprise, c'est vraiment, il faut vous dire que vous perdez des business parce que les gens n'arrivent même pas à aller au bout du processus. Et petit retour vraiment d'expérience. Alors maintenant, je suis en alternance chez AXA. Quand j'ai passé mon entretien d'embauche chez AXA, je l'ai passé en visio. J'étais dans un service de réanimation. J'ai passé mon entretien en blouse hôpital, scopé. Et j'ai eu la chance énorme que celui qui est devenu mon manager maintenant me donne ma chance. Et ça m'a énormément aidé à grandir en tant que dev, parce que j'apprends énormément de choses et que je trouve que le handicap, ça apporte des choses comme l'agilité. Enfin, c'est proche de ce qu'on fait en termes d'agilité. On essaye des choses, on voit si ça fonctionne ou pas, et sinon on change. Mais j'ai aussi énormément repris confiance en moi en termes... Déjà, je suis devant vous. Et j'ai recommencé à beaucoup plus marcher que quand j'ai repris ma formation, parce que le fait d'être dans un environnement très inclusif, le fait d'avoir une équipe qui me booste, ça m'a aussi aidé à reprendre confiance en moi dans ma vie de tous les jours. Donc ça a des conséquences que peut-être en tant que manager, en tant que recruteur, vous ne vous rendez pas compte. Et ça me booste aussi à aller toujours plus haut, à toujours faire mieux, parce que je mesure la chance qui m'a été donnée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? On parle souvent d'accueillir des personnes en situation de handicap dans les entreprises afin de mieux créer. Après, on se rend compte de la réalité, hein, c'est que ce n'est pas le cas, ou très peu. Ou parfois aussi, certaines personnes n'ont pas toujours envie de partager le fait qu'elles sont en situation et n'ont pas particulièrement envie de mettre ça en avant dans leur carrière. Comment, par exemple, en tant que personne valide, pas touchée par ce genre de problème, moi, je peux être au mieux un allié sans particulièrement créer de différence ou de discrimination, justement. Alors, je me rends compte que j'ai oublié un point dans ce que je devais vous dire, c'est que c'est ce que je mettais dans la petite présentation de mon talk. Moi, j'ai eu des recruteurs qui me disent « Oh, c'est trop bien, t'es une fille, t'es racisée, t'es en situation de handicap. Tu coches toutes les cases, c'est trop bien. » Quand on entend ce message-là une fois, 2 fois, 3 fois, tu te demandes si tu es fait pour être dev ou si tu es là pour faire des photos.
Et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'aient plus envie après de partager là-dessus. Il y a aussi le fait d'avoir confiance en soi pour parler handicap. Moi, ça a été quelque chose de très long comme processus. Pourtant, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à perdre l'audition. J'en ai 29 maintenant, donc j'ai du recul là-dessus. Et pourtant, ça reste quand même quelque chose que j'avais un peu de mal au début à parler en entretien. Je pense que si tu veux t'allier, tu peux aussi t'allier avec tes utilisateurs. Pourquoi pas faire des ateliers avec tes utilisateurs pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que même moi, en tant que personne en situation de handicap, par exemple, je ne vais pas avoir des super connaissances sur le handicap visuel, sur qu'est-ce que c'est qu'être aveugle, parce que ce n'est pas du tout quelque chose que je vis. Et au contraire, moi, je base quasiment toute ma vie sur le visuel. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, je pense que je proposerai des ateliers aux utilisateurs, surtout que souvent, les utilisateurs, quand ils sont en situation de handicap, ils sont vraiment contents, quoi, parce qu'on ne nous inclut pas souvent dans le processus de création. Et justement, ma question, c'était plutôt dans le cas où on ne fait pas du tout appel aux utilisateurs, où, entre guillemets, on fait ça de notre côté. Alors, je sais que c'est pas la solution à privilégier, mais comment nous, justement, par exemple, si je suis avec quelqu'un qui est en situation de handicap, mais que lui n'a pas du tout envie que ça soit mis en avant, exactement dans la situation de la recruteuse dont tu parlais, que lui, il a juste envie qu'on lui parle comme si c'était une personne comme les autres, enfin, parce que c'est une personne comme les autres. Comment agir dans ces cas-là pour réussir à bien se mettre dans les bottes de la personne? Je pense qu'en fait, c'est une question de lui donner sa chance, parce qu'après, c'est aussi une histoire de confiance. Peut-être que la confiance, je l'ai aussi eue en étant proche de mon équipe. Peut-être que par exemple, je donnais l'exemple du fait de marcher, le fait que là, je me mette debout devant vous. Déjà, c'était pas prévu à la base, et je me suis dit que c'était peut-être quelque chose de bien à faire pour vous montrer que l'handicap avait plusieurs formes et que l'handicap invisible, c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose que j'aurais pas fait l'an dernier, quand je suis venue au DFS, par exemple, parce que c'était très difficile pour moi d'accepter l'image que je pouvais marcher, parce que j'avais peur après que les gens me reprochent en disant « Ah, mais elle ment, en fait, elle n'est pas en situation de handicap ». Et j'ai pris cette confiance-là parce que justement, j'étais dans un environnement bienveillant autour de moi. Après, tu as aussi d'autres personnes qui sont concernées par le handicap, qui ont une bonne connaissance de ça. C'est aussi les aidants, les gens qui vivent avec des personnes en situation de handicap et qui sont confrontés indirectement à ces problématiques-là, et donc qui se rendent compte qu'elles existent. Très bonne piste, effectivement. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté alors. Et n'hésitez pas à faire un feedback, ça me fait extrêmement plaisir.